La question de la liberté ne se pose pas seulement du point de vue de l'individu, du point de vue psychologique. Elle ne se pose pas seulement du point de vue de tout l'homme avec un grand H, du point de vue métaphysique. Elle se pose aussi dans la sphère du public d'un point de vue qu'on pourrait dire politique. Est-ce que l'État, les lois, garantissent nos libertés ou au contraire entravent notre liberté? Quel est le sens des mots laïcité et tolérance? Faut-il tolérer l'expression de toutes les opinions, quelles qu'elles soient? Première direction, les choix économiques. Vous trouverez dans le cours sur la justice la description de l'antinomie entre la notion de liberté et la notion d'égalité. Effectivement, l'égalité n'est pas naturelle, et donc lorsqu'un État ou une société veut instaurer l'égalité, il est obligé de mettre à mal la liberté. Je vous recommande à ce sujet ce texte de Tocqueville, où il explique que les peuples ont la passion de l'égalité, et que cette passion de l'égalité conduit même les démocraties à exercer une forme de tyrannie qu'il appelle une tyrannie douce. Un certain nombre de sujets du bac portent sur cet aspect de la question. Par exemple, les hommes peuvent-ils en même temps être libres et égaux? Liberté, égalité, fraternité, y a-t-il un lien nécessaire entre ces trois exigences? Cet aspect de la question, nous l'avons déjà envisagé dans le cours sur l'État, et notamment en analysant la pensée libertaire et la pensée anarchiste. Proudhon est un des pères de cette pensée. Et dans ce texte, il affirme qu'être gouverné, c'est être gardé à vue, inspecté, surveillé, fliqué, etc. Il aligne 48 adjectifs pour décrire tout le mal que l'État et les lois font à notre liberté. Face à cette position, vous le savez si vous avez vu le cours sur l'État, nous avons la théorie du contrat social et Rousseau qui dit qu'au contraire, l'État, les lois permettent l'exercice de la liberté qui est brimée de fait dans l'état de nature où la violence n'a pas de frein. Dans ce domaine aussi des sujets d'anal, le gouvernement par le peuple signifie-t-il nécessairement la liberté? Peut-on être libre en obéissant aux lois? Quelles sont ces libertés fondamentales qui, pour Rousseau, sont garanties par l'État? On va les trouver dans trois types de textes. Tout d'abord, au niveau national, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789 et les suivantes qui servent de préambule à la Constitution française. Il existe aussi une Déclaration européenne des droits de l'homme et il existe aussi au niveau international le Pacte international relatif aux droits des citoyens de l'ONU. On peut les regrouper globalement en deux grands groupes dont l'un découle de l'autre. Le premier groupe, c'est la liberté de penser. On a le droit d'avoir l'opinion que l'on choisit et que l'on veut. On a le droit de croire ce que l'on veut, liberté de religion. On a le droit d'avoir la morale qu'on veut, liberté de conscience. Cette liberté de penser a été mise à mal par tous les régimes autoritaires, par toutes les dictatures. Par la terreur, qui interdisait d'être royaliste après la Révolution. En URSS, où penser différemment du pouvoir communiste en place, c'était risquer le goulag et la mort, ou bien à l'époque de Mao, au moment de la révolution culturelle en Chine. Les régimes dictatoriaux interdisent que l'on pense différemment d'eux. Ils briment donc, ils attaquent, ils emprisonnent leurs opposants en acte, mais aussi ceux qui sont simplement des opposants en pensée, les dissidents. En revanche, accepter la diversité des opinions, la divergence des points de vue, c'est faire preuve de tolérance. Un concept qui sera étudié plus longuement dans le cours sur la religion, ainsi que celui de laïcité, qui permet la liberté de culte, en séparant la sphère du privé de la sphère du public. Les lois religieuses ne doivent pas et ne peuvent pas être les lois de l'État.
À quoi servirait-il de défendre une liberté de pensée qui resterait une pensée intérieure et personnelle? Par définition, la liberté de pensée n'est en cause que si elle s'exprime, d'où le deuxième groupe de droits fondamentaux à défendre, illustré d'abord par la liberté d'expression, dont les philosophes de Hyde Park sont les traditionnels représentants. C'est lorsqu'une pensée divergente s'exprime qu'elle pose problème au pouvoir. Dès 1789, la Déclaration des droits de l'homme, on affirme la liberté de communiquer des pensées et des opinions, et donc de parler, d'écrire et d'imprimer librement. Parler, écrire et imprimer librement, immédiatement, on pense que, relié à la liberté d'expression, on trouve la liberté de la presse. Et au XXIe siècle, ces déclinaisons modernes, que sont par exemple la scène et les humoristes, l'Internet, les réseaux sociaux. Qu'a-t-on le droit de dire dans ces supports? Défendre le droit d'expression, le droit de la presse, ce n'est pas nécessairement être d'accord avec ce qui se dit. La tolérance, c'est vouloir que chacun puisse exprimer sa pensée, quelle qu'elle soit. Le premier qui a défendu la tolérance, on le sait, enfin le premier ou le plus célèbre de ceux qui ont défendu la tolérance, c'est Voltaire. Et sa phrase restée célèbre, en tout cas une phrase qui lui est attribuée, qui semble définir ce concept. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. C'est une question d'actualité, après des événements plus ou moins récents, où on s'est interrogé sur la liberté de la presse, sur l'expression des extrémismes en train de monter, tant politiques que religieux. Liberté de pensée, liberté d'expression, certes, mais sans limite, peut-être pas. Peut-on tout tolérer, tout accepter, même les pensées qui nous paraissent les plus abominables? Il y a des sujets d'annales qui posent cette question. Peut-on tolérer l'intolérable? Dans quelle mesure la liberté d'expression est-elle un droit? Et faut-il refuser la liberté aux ennemis de la liberté? Répondre à ces questions, c'est définir le domaine d'application et d'exercice de ce que l'on appelle la censure. En 89, on disait que les limites de ces libertés, c'était la loi. En France, aujourd'hui, ces libertés sont limitées par l'interdiction, la condamnation de tout ce qui est atteinte à la vie privée, injure, incitation à la haine et notamment à la haine raciale. D'où cette censure tire-t-elle sa légitimité? Quel que soit l'endroit où l'on met le curseur par rapport à la liberté d'expression. C'est toujours sous-tendu par une référence, au fond, à une morale. À une morale qui est présentée comme évidente ou universelle, mais qui est probablement que la morale d'un moment d'une société. Et aujourd'hui, je dirais la morale des droits de l'homme. Morale à laquelle on peut ne pas adhérer, et dans ce cas, vivre la censure comme une censure totalement injustifiée. Imaginons quelqu'un pour qui le racisme n'est pas une faute morale, il trouvera que censurer les propos racistes, c'est injuste et liberticide. Difficile donc de trouver un critère qui permette de savoir où placer le curseur de la liberté d'expression. Moi, j'aime bien la solution de Spinoza. Spinoza nous explique « Chaque citoyen, dit-il, n'a renoncé qu'au droit d'agir, c'est-à-dire qu'un État a le droit de punir un citoyen qui commet des actes contraires aux lois de cet État. Mais en revanche, il n'a pas renoncé et il ne doit pas renoncer au droit de raisonner et de juger. La raison, c'est le maître mot de ce texte. Pourvu qu'il se contente, dit-il, de parler et d'enseigner et qu'il défende ses idées par la raison seule et non par la ruse, la colère ou la haine. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire lorsqu'on a une opinion contraire à l'opinion commune, à l'opinion autorisée.
eh bien, on a tout à fait le droit de la dire, on a tout à fait le droit de la défendre par des arguments rationnels, sans passion, sans colère, sans haine. Dès l'instant où on le fait dans quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion et qui n'est plus de l'ordre du raisonnement, ou dans une expression qui va susciter de la passion, de la haine ou de la colère, là, on est en faute.